On va bien entendu répondre à toutes vos questions. Un congrès que nous avons souhaité maintenir dans une circonstance particulière. On a bien fait, je dirais, de le recentraliser sur Paris par rapport à l'Occitanie, parce que compte tenu du contexte général sanitaire, donc merci Carole d'avoir permis ce déplacement, et merci à toi Valérie de nous accueillir. C'est un congrès qui, me semble-t-il, est de bonne tenue. Bonne tenue parce que nous avons eu les Landes allemands avec qui nous travaillons, nous avons eu les régions d'Europe, notamment avec le président grec. Nous avons eu des interventions qui ont montré ce matin la capacité, l'agilité et avec l'OMS ou le CDE de montrer que ça se fait au niveau européen, ça se fait au niveau français, ça se fait au niveau régional, ça se fait de façon concertée. Cet après-midi, sur les différents volets, le fait que Territoires Unis se soit exprimé comme nous l'avons fait en son temps à chaque congrès, et nous irons aussi à leurs congrès qui vont arriver dans la suite, par la suite. Nous avons une solidarité dans le cadre de cette action politique, dans le cadre de nos institutions, avec le président du Sénat qui a rappelé la méthodologie législative qu'il a mis en place. Parallèlement à ça, la présence de Mme Lagarde est un symbole fort. C'est une femme extrêmement reconnue au niveau mondial, et c'est très important en tant que patronne de la Banque centrale européenne qu'elle nous donne son avis sur l'organisation générale. Le propos de Valérie présentant bien sûr après derrière son sentiment en termes d'action en tant que présidente de cette région et la nécessité dans le cadre des 3D avec les 3C, ou en tout cas la confiance de organiser la suite dans la décentralisation. Vous avez la réponse du Premier ministre à mes propos sur les 6 points que je lui demande d'éclaircir. Vous avez des montants financiers, vous avez l'organisation et la stabilité financière de nos institutions, la fin des impôts de production en ce qui concerne notre quote-part, avec une volée sur la TVA comme compensation. On se retrouve avec une démarche d'organisation de ce plan de relance avec des volets à revoir sur le plan financier 21-27 et sur le plan 20-22 ou 21-22 immédiatement accessible, avec l'affirmation du copilotage préfet de région, président de région, qui est indispensable à nos yeux pour aller au plus vite et de la façon la plus pertinente et la plus efficace possible. Nous attendions ces mandats pour les préfets. Et nous ne les avions pas eus pour jusqu'à maintenant, et on les aura cette semaine. Nous avons demain une commission nationale du territoire, c'est ça, avec François Bonneau, nous irons, et la première vice-présidente avec Madame Pécresse, nous irons tous les trois représenter les régions de France. Donc c'est une modification territoriale, une modification partenariale, et des réponses qui me paraissent très concrètes, très claires, très pragmatiques, très pratiques. À nous de les rendre opérationnelles au plus tôt, de façon à ce qu'on ne perde pas un seul jour, une semaine ou un seul mois sur nos capacités d'action au profit de nos propres territoires. Voilà un peu ma synthèse de cette journée, en remerciant bien sûr les Outre-mer qui nous ont suivis, qui n'ont pas pu venir, en remerciant tous ceux qui sont connectés sur leur propre réseau. Ça fait, je crois qu'il y a 18 000 connexions qui sont faites, ce qui est quand même au-delà de ce qui s'est passé. Nous avons été suivis par Public Sénat, nos partenaires. C'est important de faire un semi-présentiel, semi-visio, et de continuer la vie politique, de continuer la vie en général, compte tenu du contexte, qu'il soit sanitaire ou qu'il soit de cet acte terroriste que nous vivons aujourd'hui. Voilà ma synthèse. Monsieur Bonneau, Madame Pécresse ou mes collègues, si vous voulez vous exprimer, ou des questions. Donc voilà, je vous en prie. Benoît Lasserre, pardon, oula, je m'éloigne un peu, je n'ai pas l'habitude, excusez-moi. L'an dernier, à Bordeaux, vous aviez été un peu déçu par le discours d'Édouard Philippe, qui n'avait rien annoncé vraiment de concret sur l'architecture administrative de la décentralisation que vous souhaitiez. On a l'impression que M. Castex n'en a pas dit plus aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes un peu déçu par rapport aux demandes qu'a faites Mme Pécresse ? En fait, tout est ouvert.
Donc moi, ce que j'espère, c'est que cette loi 3D ne va pas être uniquement une loi technique et cosmétique. Le technique et le cosmétique, on en a tous soupé. Pardon de le dire, mais les grands discours sur la décentralisation, ça suffit, il faut passer aux actes. Nous, on a toute une série de demandes. On est tous volontaires pour prendre des nouvelles compétences. Je les ai listées, j'en ai listé volontairement énormément. Après, chacun d'entre nous prendra celle qu'il souhaite. Et j'ai dit qu'on était prêt à s'engager sur des indicateurs de performance. Ça veut dire qu'on est prêt à assumer les responsabilités de nos compétences. Voilà. Mais il faut que cette loi 3D ne soit pas encore la loi des occasions perdues. Il faut que cette loi 3D, on prenne nos amendements, qu'on prenne nos propositions. Et s'ils le font, on peut très très vite aboutir à quelque chose de solide. Parce qu'en fait, le droit à l'expérimentation et le droit à la différenciation nous permettent de prendre plein de choses en main. Mais là encore, le sujet, c'est est-ce que l'État dira oui, est-ce que l'État dira non. Et moi, je pense qu'il faut que l'État maintenant dise oui. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à le dire, parce que tout l'enfer bureaucratique que nous vivons depuis le début de la crise Covid montre bien qu'en réalité, on est plus agile. On est plus agile, on est beaucoup plus au contact de nos territoires, on connaît, j'allais dire, chaque chemin de notre pays, comme on dit dans l'enquête corse, n'est-ce pas Gilles ? Et comme on connaît chaque chemin de notre pays, eh ben on est mieux en mesure de dépenser l'argent du plan de relance. Donc si on ne veut pas que ces 100 milliards, ce soit juste un effet d'annonce, il faut faire confiance aux régions. Et ça, je pense que c'est le message qu'on a tous martelé, mais je vais passer la parole à tous mes collègues, parce que je pense qu'ils vous diront exactement la même chose. Je pense quand même qu'à force d'être rabâché, ce message va finir par être entendu. Et de toutes les façons, ce qu'a montré le sondage qu'a fait réaliser Renault par Brice Teinturier, c'est que les Français, eux, ils pensent ça. Ils pensent qu'on est plus efficace et qu'on va plus vite. Voilà. Ah, pardon, chacun a le sien, pardon, faut pas. Oula, c'est pas Covid. C'est pas Covid, t'en as un là. Ah, c'est pas le mien. Merci. Renault, c'est pas bien. Finir. Oui, il y a 3 éléments par rapport à la question sur l'évolution. Il y a celle du climat des relations, il y a celle des moyens de l'action et celle, en effet, des décisions de la décentralisation. Le climat des relations, vous l'avez vu, le dialogue est engagé et on a pu cranter un certain nombre de décisions pendant l'été et à la rentrée. C'est important. Les moyens de l'action, on était parti de rien, on avait une première loi de finances rectificative dans laquelle les régions avaient été complètement sorties du jeu, ce qui était intolérable. On a réussi à faire reconnaître une partie de nos besoins et c'est un pas en avant. Reste, comme vous le soulignez, la traduction en termes de responsabilité dans la décentralisation, de nouvelles étapes de la décentralisation. Et nous sommes là-dessus, Valérie Pécresse vient de le dire, demandeurs de choses très concrètes, une nouvelle étape. On a beaucoup parlé de la santé aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'économie, on a beaucoup parlé de la formation. Voilà 3 champs sur lesquels, dans 3D, nous voulons des avancées. Et c'est en effet à cette aune-là qu'on pourra dire si nous sommes correctement servis, si les régions sont reconnues. Nous avons la volonté de le faire, non pas pour exercer un pouvoir supplémentaire, des responsabilités, les régions en ont aujourd'hui, mais à l'évidence, pour l'efficacité de l'action publique, il semble que le Premier ministre ait entendu la nécessité de bouger. Oui, si je peux compléter, moi je considère aujourd'hui que le Premier ministre a répondu à une demande forte que nous avions et qui a été crantée, c'est celle de piloter le plan de relance ensemble sur les territoires. Il a répondu par l'affirmative cet après-midi. Là, vous avez raison, et peut-être il y a une petite déception là, c'est que si le gouvernement ne considère pas que, au travers finalement de ce plan de relance, il y a aujourd'hui une vraie chance, c'est celui d'assurer une transition vers une décentralisation beaucoup plus poussée. On fait du shortcut, on est en phase rapide, et la décentralisation plus poussée participe aussi largement à ce plan de relance. Et ça, je ne l'ai pas suffisamment entendu dans les propos du Premier ministre. Il l'a renvoyé effectivement à la réunion de demain. Je pense qu'il aurait pu adresser un message plus fort cet après-midi au président de région, allant dans ce sens-là, en disant je fais le pari effectivement des territoires parce que c'est la France de demain. Moi, je dirais que c'est aussi le message que le Premier ministre adresse aux préfets dans chacune de nos régions.
Et je pense qu'il faut que ce message soit clair, parce qu'avant une nouvelle loi de décentralisation, une façon concrète de voir que le gouvernement veut faire vivre la décentralisation, c'est vraiment de faire en sorte que le couple État-région, à la faveur des plans de relance des régions, plan de relance de l'État, ça fonctionne de façon correcte, ensemble, que ce n'est pas ni redondant, ni contradictoire, ni que vraiment on travaille main dans la main. Et je pense que ce n'est pas partout à l'œuvre. Voilà. Rama Sofia Rajdi, United States Press Agency. C'est difficile, mais je vais essayer de regarder en même temps. Vous avez évoqué, M. Morin tout à l'heure, il a évoqué les Landers en Allemagne, qui eux, ils fonctionnent avec ils fonctionnent avec une constitution, un gouvernement élu et aussi constitution, un government, voilà. Donc, il y a aussi Madame Christine Lagarde, elle a évoqué California, qui est donc plutôt un fonctionnement fédéral. Vous, Madame Pécresse, vous avez expliqué effectivement que vous surfez sur la vague, vous avez raison, de très grande attractivité des régions et sex appel en ce moment de succès de Covid gestion. Comment vous envisagez cette réussite de décentralisation en termes de fonctionnalité et constitutionnellement parlant? Moi, je connais bien le problème européen, si je puis m'exprimer ainsi, dans la mesure où j'étais député européen jusqu'à peu. L'histoire de la construction de nos démocraties en Europe est très différente de l'un à l'autre. Et donc, on a des héritages dans nos propres pays qui sont très différents. Alors, on se sert beaucoup des Allemands qui sont en fait les deux grandes puissances, c'est la France et l'Allemagne, et donc on les compare souvent volontiers. Mais structurellement, la façon dont c'est organisé les pays ne sont pas du tout la même manière, c'est pas comparable en fait. Bon. La seule chose qui est vraiment comparable, c'est qu'il y a un continent européen piloté par l'Union européenne qui laisse une certaine souveraineté réelle à chaque pays et avec une capacité à l'intérieur de chaque pays d'avoir une capacité d'action dans chaque région. Et nous, on a une particularité en France par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'avec la même compétence européenne, l'État français reprend des moyens que les Landes, par exemple, utilisent à fond. Alors que nous, on nous en laisse 10, 15, 20, 30%, voire pas du tout d'ailleurs, parce que parfois on nous les reprend. Et donc c'est vraiment au-delà de cette Europe très complexe, mais qui finalement est assez simple, un continent, des moyens financiers qui s'appuient sur des pays, qui s'appuient sur des régions avec une capacité d'aller directement de l'Europe aux régions. Et en France, ça passe par la France, qui de temps en temps nous délègue notre souveraineté européenne en quelque sorte, par rapport à des schémas de souveraineté européenne n'étant peut-être pas le mot le plus adapté, mais en tout cas des compétences réelles avec des moyens financiers directs qui permettent d'éviter de perdre en ligne des moyens financiers très importants. On le retrouve sur, par exemple, la politique agricole commune, où on se retrouve avec des moyens financiers qui sont repris par la ministère de l'Agriculture, alors que c'est directement à nous de nous en occuper. Et c'est un débat sans fin, difficile. Nous avons dans notre pays français, et c'est ce que je voudrais souligner par rapport à la position de M. Castex, par rapport à celle de M. Philippe l'an passé, c'est un vrai décentralisateur, il veut s'appuyer sur les régions. Voilà. Et donc à partir de là, vous avez le ministère de la Santé qui ne veut pas trop toucher, le ministère de l'Agriculture qui ne veut pas bouger, vous avez d'autres ministères qui veulent garder leurs moyens de tuyauterie à monter en place chez eux ou de robinet à mettre en place dans les tuyaux. Voilà, c'est la complexité de la démarche française. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, moi je trouve que si on n'a pas beaucoup avancé sur les 3D, ce que je veux bien reconnaître, on a quand même beaucoup avancé sur la méthodologie de mise en place sur les 2 ans du plan de relance. Hein. Et je suis très attentif à ça immédiatement. Voilà, ça je crois que c'est en tout cas affirmé. Ça a été calé avec M. Bonneau et M. le Premier ministre cet été. Ça a été recalé en septembre. On voit bien la difficulté que nous avons eue d'avoir nos mandats au niveau de nos préfets pour être immédiatement opérationnels. Aujourd'hui, c'est clair, net, précis, et à nous de le signer au plus tôt, une fois que les préfets auront leur mandat. D'autres questions ?
texte du Sénat arrive demain en séance. Mercredi prochain, il y a le texte du 3D, une partie de la loi organique qui arrive en commission. Où est-ce que vous allez déposer vos amendements via les parlementaires de vos camps politiques? Je crois que de toute façon, globalement, on a un RDF qui travaille avec les groupes du Sénat, avec les groupes de l'Assemblée et qui sont en contact avec les différents ministères. Donc nous, RDF travaille avec Territoires Unis. Donc globalement, dans la mise en place du dispositif piloté par M. Larcher, un travail en amont a été fait avec toutes les grandes associations des élus locaux, essentiellement Territoires Unis. Et donc, on passe directement en première lecture par le Sénat auprès du cabinet de M. Larcher avec Territoires Unis et bien sûr l'équipe de RDF. Sébastien Chabas pour Newstank. Où en est-on de la renégociation des contrats de plan État-région et notamment sur le sujet de la rénovation énergétique? Là, vous avez... c'était la discussion qu'on avait eue avec Monsieur le Premier ministre cet été. Quelle est la difficulté qui est devant nous? On a une strate de fonds européens qui arrive, celle qui existait déjà, et plus la supplémentaire, ce qui a fait quand même des moyens financiers conséquents, avec une stratégie de la nouvelle commission qui s'inscrit dans le post-2020, c'est-à-dire dans le 21-27. Parallèlement à ça, nous avons sur nos territoires respectifs des fonds de filières ou structurels, comme l'aéronautique, comme le tourisme, qui ont été pilotés, c'est chaque fois entre 7 et 15 milliards d'euros. Et là-dedans, nous avons la capacité, nous, de jouer beaucoup sur nos propres territoires, pour les sous-traitants notamment. L'aéronautique dans le sud-ouest ou en Occitanie, c'est pas la même chose que Airbus Hélicoptère chez moi, où ils ont des commandes alors qu'ils n'en ont pas. Bon. Donc, mais nous connaissons nos sous-traitants, nous connaissons nos filières, nous connaissons nos usines, nous savons où appuyer, enfin nous estimons qu'on est plus à même de le faire que la centralisation par l'État. Parallèlement à ça, il y a ces contrats de plan 21-27. C'est-à-dire là où au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a une forme d'alignement des planètes dans le cadre de la crise. Vous avez le Covid, vous partez sur 21-27, vous revalidez vos contrats de plan, vous validez vos fonds européens, vous validez vos fonds structurels dans le cadre de la crise. Et à ce moment-là, c'est ça qu'on doit écrire en mélangeant deux choses. C'est-à-dire d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la semaine, d'ici les 15 jours qui viennent, traiter le plan de rebond. Moi, le mien, je le signerai avec mon préfet vendredi à hauteur de 64 millions d'euros, 32 pour d'ici la fin de l'année, pour engager déjà des moyens indirects. D'ici la fin de l'année, on signera nos contrats, une fois que les mandats seront passés avec nos préfets, sur la base des moyens financiers ventilés. Et vous avez entendu parler des 100 milliards ventilés, etc. Et donc là, petite ligne, pas petite ligne, ça va être un combat permanent là-dessus. Il faut le faire d'ici la fin de l'année et l'engager sur le rebond 2 ans et sur le 21-27. Moi, par rapport à l'aspect énergétique, on a cette priorité à la fois dans 21-27 Europe, dans REACT-EU Europe, dans CPER nouvelle génération et dans plan de relance, plus dans nos priorités régionales. Donc on a une convergence des outils financiers qui vont être mis à disposition dès maintenant et pendant une période relativement longue jusqu'à 27, ce qui nous permet véritablement d'engager fortement. On n'a pas dit, mais ce qui était important dans le discours du Premier ministre tout à l'heure, Renaud, c'est que c'est quelque chose qui n'était pas totalement stabilisé, c'est-à-dire la place de la mobilité dans le CPER que nous allons signer très, très prochainement. C'était dedans, dehors, c'était pas clair. Là, ça a été réaffirmé comme un élément à part entière du CPER. Et mobilité, c'est par excellence un levier pour aller vers une vie et une économie décarbonée. Donc on a une convergence des outils entre la volonté de l'Europe, la volonté de l'État, la volonté des régions. Bonjour, Aurélie Herbemont d'Europe 1. Une commission va travailler sur la date de tenue des élections régionales. Est-ce que chacune d'entre vous, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'éventualité d'un report dû aux conditions sanitaires? On a eu une réunion pour préparer cette journée hier soir en visio
hier après-midi, enfin il y a 18h hier, quoi. Donc c'est ni hier soir ni hier après-midi, c'est en fin d'après-midi ou en début de soirée. Bien sûr, ce sujet a été abordé comme tous les autres, et c'est toi qui as soulevé d'ailleurs la question, et sous réserve de dire une bêtise, on est unanime pour les laisser en mars. Unanimité. Voilà, donc la marche, elle est claire. Alors après, si en février... alors moi j'ai une thèse qui est un peu différente, enfin, moi j'articule un peu cette réflexion de façon assez simple. Je pense que fondamentalement, mais c'est ma culture, il ne faut pas changer les dates d'élection, il ne faut pas changer les modalités électorales. Bon. Je l'ai dit tout à l'heure, crise économique, crise sanitaire, crise économique, crise sociale sûrement. On va se retrouver avec un débat sans fin pour savoir si il faut laisser la date, pas laisser la date, arrière-pensée politique, on est sorti dans des trucs qu'on n'a jamais sortis. Laissons s'occuper de ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est assez compliqué. Et en plus, avec ce qui s'est passé cette semaine, voilà, mélangeons pas les choses, posons les choses gentiment. Il faut sortir de cette crise sanitaire, il faut donner de l'espoir un peu aux gens aussi. Je viens de dire qu'on va jusqu'en juin, qu'on arrête tout. Moi, c'est pas mon truc, il faut qu'on vive à Noël. Hein, c'est la prochaine étape, c'est Noël en fait. La totalité de nos métropoles sont à plat, quoi. On a des centaines de gens qui souffrent, des milliers d'emplois à la ramasse, une privation de joie de vivre, d'échanges, et ça c'est terrible quand même. Donc il faut donner des perspectives. Donc la perspective, en tout cas pour ma part, c'est plutôt Noël. Puis après, écoutez, si en mars ça va pas mieux, ben on aura toujours l'occasion en février de dire qu'on les décale pour plus tard. Hein, on n'est pas obligé de rentrer dans ces débats sans fin. C'est ma thèse. On est à l'unanimité, peut-être avec des arguments différents les uns des autres. Et bien sûr, vous pouvez vous exprimer, mais on est tous pour le mois de mars. N'ajoutons pas une crise démocratique à la crise sanitaire, à la crise économique, à la crise sociale. On a un calendrier qui est un calendrier démocratique. Si dans la proximité de ces élections, à partir de début de l'année prochaine, il apparaît à tout le monde qu'on ne peut pas aller voter pour telle ou telle raison sanitaire, il conviendra d'en prendre acte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce calendrier. Il y a un calendrier républicain, un calendrier démocratique qui est fixé par le fonctionnement institutionnel. Il faut s'y tenir. C'est très important par rapport également à nos concitoyens. Si on leur dit on ne connaît pas l'horizon, tout cela est extrêmement flou, vous savez, ce n'est pas une manière de leur donner l'énergie collective pour qu'on puisse passer ce cap difficile. C'était la dernière alors. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci Renaud. Merci. Bravo. Merci à vous. Pour votre attention, c'est donc la fin de ce 16e congrès de Régions de France. Merci à vous pour votre participation, pour votre implication. À très bientôt.